n'est membre d'aucune assemblée, ni nationale ni locale, et qui veut s'occuper d'investiture, et qui veut justement choisir ses maires. C'est lui qui a aiguisé les appuis. Voilà. Alors qu'au fond, du point de vue justement des principes, l'article 102 de la Constitution, qui a été effectivement révisé, mais qui justement remonte d'ailleurs à 1994, où effectivement, là, pour la première fois, on a inséré en fait une disposition relative aux collectivités territoriales, qui justement sur le plan de la doctrine et des principes énonce clairement que les collectivités territoriales constituent le cadre institutionnel justement pour la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Alors, mais malheureusement, bon, effectivement, il y a eu des évolutions parce qu'avec l'acte 3, on a tendance à considérer effectivement que l'acte 3 a érigé la participation au rang de principe, alors que c'est d'abord avant tout justement une disposition constitutionnelle. Donc, pour dire simplement que dans le cadre justement de notre politique de décentralisation, les collectivités locales constituent justement une opportunité pour le renforcement de la démocratie locale. Mais quel est l'enjeu de cette élection-ci? On a comme l'impression que tout le monde veut devenir maire au point même de défier l'autorité. Oui, il m'arrive parfois de dire qu'effectivement, de faire ce constat, mais quand même, j'atténue un peu en disant que c'est normal. Parce que pour la première fois, à l'occasion justement des élections territoriales, d'autant plus d'ailleurs qu'aujourd'hui, du point de vue des inéligibilités liées à l'âge, les élections locales constituent justement le seul scrutin où tout électeur donc, qui a 18 ans peut devenir candidat. Et mieux d'ailleurs, ce sont les élections à l'occasion desquelles, au-delà même des candidats, chaque citoyen électeur peut effectivement contester, formuler un recours justement devant les juridictions. Donc pour dire simplement que c'est des élections forcément citoyennes. Mais effectivement, je comprends un peu l'enjeu, parce que quand même, il faut quand même le dire, on est resté 2 ans et demi sans pour autant justement que les élections s'y tiennent. À cela s'ajoute aujourd'hui aussi bien le camp du pouvoir que de l'opposition veut justement donner justement à ce scrutin-là une sorte de primaire. Considérer en fait ce scrutin comme étant une sorte de primaire pour 2024. Est-ce que le changement du mode de scrutin également n'a pas suscité ces envies de vouloir être maire? Non, je pense que fondamentalement, quand même il faut le dire, c'est une innovation. Même si maintenant la pratique est en cours dans beaucoup de pays, surtout en Amérique latine, en Afrique du Sud, je considère aujourd'hui que cela ne change pas fondamentalement effectivement la volonté en fait, donc, des citoyens de participer justement à la gestion des affaires publiques. Il faut simplement reconnaître qu'aujourd'hui, il y a un enjeu politique. C'est d'abord lié un peu au fait que les citoyens indépendants n'avaient pas la possibilité donc, de participer à ce scrutin. Alors, comme je l'ai rappelé tantôt, à travers la révision constitutionnelle de 2016, aujourd'hui, il est possible pour des candidats indépendants de participer. Même si, entre-temps, quand même, il faut le reconnaître, il y a de nombreuses contraintes justement liées à leur participation, mais tout compte fait, ces entités indépendantes ont trouvé effectivement les moyens de contourner effectivement ces obstacles en se regroupant. Parce que d'abord, en termes d'obstacles, il faut dire que le montant du cautionnement est très exorbitant. 15 millions. 15 millions, non seulement exorbitant, mais aussi disproportionné. Pourquoi? Parce que d'abord, il est exigé pour une entité politique ou citoyenne qui veut se présenter dans une seule localité de devoir verser pour la commune 15 millions et pour le département 15 millions. Alors qu'effectivement, dans le cadre des gestions locales, on n'a pas tenu compte du fait que des citoyens sont dans une commune et désirent justement s'organiser pour ne faire acte de candidature qu'au niveau justement de leur commune. Donc il fallait justement fixer un montant, en tout cas il me semble plus judicieux de fixer un montant justement non pas uniforme mais plutôt en fonction effectivement du nombre de collectivités locales dans lesquelles on souhaite faire acte de candidature. Bref, j'avais formulé à l'époque, avant même la signature de l'arrêté du ministre, justement des propositions, mais on n'en a pas tenu compte. Ensuite, je dis que c'est illogique aussi. Parce que selon le code électoral, il est indiqué clairement que pour pouvoir prétendre au remboursement, lorsqu'on se présente dans une seule commune, il faut justement
au terme de l'élection, avoir recueilli 5 justement conseillers. Et pour ceux qui se présentent dans plusieurs communes, donc au moins 2 communes, il suffit juste d'avoir un conseiller dans ces communes-là pour prétendre au remboursement. Donc la logique voudrait donc qu'on puisse justement, du point de vue de la détermination du montant du cautionnement, justement fixer un montant différencié. L'autre élément, c'est que je considère aussi que c'est un montant qui n'est pas conforme justement à l'esprit de la décentralisation. Et du point de vue d'ailleurs constitutionnel, la décentralisation devrait permettre, comme le stipule d'ailleurs l'article 102 de la Constitution, aux citoyens de participer justement à la gestion des affaires publiques de manière libre, sans contrainte. Même si, entre-temps, je ne critique pas parce que après la révision constitutionnelle de 2016, les acteurs du processus électoral ont pu justement envisager les impacts que cela pouvait avoir sur le code électoral. Et la première chose, c'était d'abord de définir en fait le statut de l'indépendant. Aujourd'hui, aux yeux de la loi, c'est l'article L57, est considéré comme indépendant celui qui n'a jamais milité dans un parti politique ou celui qui, après avoir milité dans un parti politique, aura cessé effectivement donc toute activité militante au moins 12 mois avant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, toute liste indépendante ne devrait pas comporter justement de candidats titulaires ou suppléants qui ne respecteraient pas ces dispositions. On a comme l'impression que les indépendants se sont agrippés quand même pour cette élection également. Mais c'est aussi, ce ne sont pas les seules contraintes. Aujourd'hui, pour être candidat indépendant... Parce qu'ils ont les contraintes de parrainage et... Justement, d'ailleurs, j'allais en venir. Aujourd'hui, même si maintenant on a supprimé le parrainage pour les partis et les coalitions, mais c'est une justement exigence, parce que chaque candidature indépendante devra recueillir au moins 2% justement des électeurs au niveau de la commune et au niveau justement du département, comme d'ailleurs au niveau de la ville. Alors que justement, même s'il y a maintenant des spécificités, parce qu'au niveau de la ville comme du département, il ne s'agit pas de recueillir l'ensemble justement des Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas une rupture d'égalité également entre et d'ailleurs, je me suis étonné d'ailleurs, parce que du point de vue du droit communautaire, il aurait fallu justement que des citoyens attaquent en fait donc cette loi au niveau de la Cour de la CEDEAO, parce que contrairement à la Cour de justice de l'Union européenne, les citoyens peuvent justement saisir directement lorsque effectivement les droits de l'homme sont violés. On l'a connu dans le passé récemment avec d'ailleurs le recours introduit par un responsable de parti politique au Sénégal, et on a vu effectivement la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. On n'a pas encore entendu de recours par rapport à ce volet, non? Oui, et ce n'est même pas le seul recours qui pouvait être formulé. Parce qu'il y a 2 semaines, le président de la République a pris un décret fixant justement le nombre de sièges à pourvoir dans chaque département, chaque commune et chaque ville. D'ailleurs, ce sont les mêmes décrets que moi, il y a 7 ans, que j'avais attaqué. D'abord sur la forme, mais aussi sur le fond. Mais bon, c'est un peu compliqué parce qu'en 2014, on a, après la revue du code électoral, nous ne nous étions pas entendus. Parce qu'à la suite de l'acte 3, on a changé fondamentalement le mode d'élection pour supprimer déjà la liste de la ville, afin de faire en sorte que tous les conseillers proviennent justement des listes justement des communes constitutives. Nous ne nous étions pas entendus, mais il a fallu justement que je profite d'un manquement. Et d'ailleurs, ce qui est extrêmement grave, parce qu'on a adopté la loi portant modification, ou d'ailleurs adoption du nouveau code électoral le 7 avril 2014, et le 12, justement, on m'a balancé un décret d'application qui justement précisait le nombre de conseils à élire dans les différentes collectivités locales. Et je me suis dit donc rapidement que dans tous les cas, ce décret n'était pas un décret d'application d'une loi qui n'était pas encore promulguée. Et finalement, au plus haut niveau de l'État, les gens se sont organisés pour rendre mon recours sans objet. Justement, on voulu fondre donc ces 3 décrets en un seul. Et bizarrement, l'histoire nous rattrape. Parce que dans l'exposé de motifs, ils avaient argué que pour des questions justement de logique, il leur semblait plus judicieux justement de fondre ces 3 décrets en un seul. Mais aujourd'hui, l'histoire montre qu'en réalité, ils voulaient juste me rendre mon décret caduc. Parce que simplement 7 ans après, ils n'ont pas pris un seul décret, mais ils ont pris 3 décrets. L'un portant fixant le nombre de sièges à pourvoir dans les communes, l'autre dans les départements, et un 3e décret justement dans les villes. Alors, le côté investiture, que tout le monde avait dit qu'il y aurait des problèmes, et voilà, peut-être l'histoire donnait raison à ce qu'il le disait.
Bon, c'est normal parce qu'il fallait s'y attendre aussi. Bon, d'abord parce que nous avons ici aujourd'hui plusieurs coalitions. Oui. D'abord, la coalition de la majorité. Oui. De la majorité. C'est normal, bon, parce que en général, le parti au pouvoir comporte des dizaines justement donc de partis politiques. C'est une coalition de mais peut-être ce qui est surprenant, oui. De par mon expérience depuis 2011, depuis 2002 d'ailleurs, je disais tantôt qu'en 2000, j'ai participé effectivement aux élections de 2002. Dans le cadre du CPC, parce que j'ai eu l'opportunité effectivement d'être le mandataire au niveau du Conseil régional de Dakar. C'est moi-même qui avait déposé en fait donc la liste au niveau de la gouvernance de Dakar. Ensuite, en 2009, parce que j'ai eu l'opportunité aussi dans le cadre de la coalition Benno Siggil Sénégal d'être à la fois mandataire national, mais aussi président de la commission nationale d'investiture. Mais en général, on assistait à au moins une grande force de l'opposition. Oui. Même si par-ci par-là, on pouvait assister justement à d'autres listes de l'opposition. Mais cette fois... On a 3 grands pôles. Je ne parle même pas de grands pôles. Dakar, au sein de l'opposition d'ailleurs. Au sein de l'opposition. Il y a Yewwi Askan Wi. Wallu Askan Wi. Il y a aussi la coalition de Bougane. Mais attention, sans compter aussi de nombreuses coalitions aussi, qui ne sont pas des moindres, disons des indépendants. Je connais ici à Dakar des gens qui se sont constitués en coalition. Je connais aussi des partis un peu proches de la majorité, mais qui ont pu justement former des coalitions, mais sans compter aussi des coalitions suscitées. Il faut quand même le reconnaître par justement la majorité présidentielle, parce que quand par exemple des personnalités proches, disons au cœur même de l'État, se permettent justement de constituer des coalitions, non pas justement pour participer aux élections dans une circonscription, mais une coalition quand même nationale, et ça c'est quand même surprenant. Ouais. Donc il fallait s'attendre à des problèmes côté investiture. Oui, mais moi aujourd'hui ce qui m'inquiète, c'est plus le côté organisation. Parce que nous avons initié des réformes après 2 ans de concertation, de longue concertation j'allais dire, alors que aujourd'hui, aussi bien du côté justement des acteurs politiques que du côté justement de l'administration, surtout de l'administration déconcentrée, il n'est pas évident. Je le disais d'ailleurs avant-hier, je pensais que c'était hier, ensuite avec Baye Omar, que si aujourd'hui les autorités administratives ne font pas preuve de souplesse, on risque justement d'assister à de nombreux rejets. Mais tout compte fait, parce que justement au Sénégal, il faut quand même le dire, la communication, l'éducation justement électorale reste le maillon faible. Alors que les élections locales, c'est des élections très complexes. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de revenir justement sur les incohérences, justement, malgré en fait donc 2 ans de longue concertation. Parce qu'aujourd'hui, on a d'ailleurs tout à l'heure évoqué la question du cautionnement, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, par exemple dans les villes comme Thiès et Rufisque, l'électeur va devoir voter 3 fois. Parce que simplement, on a décidé justement de séparer le bulletin au niveau de la ville à ceux justement de la commune constitutive. Bon, même si à Dakar, ça ne pose pas de problème, à Dakar, à Pikine et à Rufisque, parce que... Donc l'électeur aura 3 bulletins. 3 bulletins, 3 urnes, 3 scrutins. Et même au niveau justement du recensement des votes, il ne suffira... Et à Dakar, non, à Thiès, à Rufisque et à Thiès. Oui. Parce qu'à Dakar, à Pikine et à Guédiawaye, le territoire du département coïncide justement avec celui justement de la ville. Et l'article justement le code général des collectivités locales prévoit que dans ce cas, les compétences du département sont exercées par la ville. Oui. Mais pour le cas de Thiès et de Rufisque, ceux qui habitent la ville vont devoir voter pour la commune constitutive, pour la ville et pour le département. Et de fait, sans le vouloir, justement, on nous installe dans un changement fondamental de mode de scrutin. Alors que les élections locales ont toujours été considérées comme des élections complexes. C'est pour cette raison qu'on n'a jamais voulu justement les fusionner ou les coupler avec d'autres élections. Mais bizarrement, par cette décision, on crée justement 3 scrutins pour une même élection. Oui. Vous avez dit également qu'on vous a entendu par rapport à votre déclaration pour le report ou bien la prolongation du dépôt de la caution. Oui, il y a 3 jours, j'ai quand même constaté que le directeur de la Caisse générale de la Caisse de dépôt et de consignation avait produit un communiqué pour dire que la date butoir justement pour le versement de la caution
était fixé au samedi, à hier, donc avant-hier plutôt. Le 30 octobre. Le 30. Alors que le lendemain, non seulement le samedi c'est un jour non ouvrable, même si maintenant ils ont assuré la permanence ils voulaient assurer la permanence jusqu'à minuit, mais on sait que le lendemain c'est un dimanche, un jour non ouvrable. Et aujourd'hui c'est un jour férié le lundi. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que quelqu'un qui veut justement déposer son chèque de guichet le samedi, il était obligé justement de créer les conditions à partir de jeudi ou au plus tard le vendredi pour pouvoir le faire. Alors que j'ai estimé que cette décision n'était ni conforme au code électoral, ni justement à l'arrêté du ministre de l'Intérieur fixant le montant du cautionnement, mais encore moins à la pratique en cours. J'ai eu l'opportunité, il y a plus de 20 ans, d'assister à plusieurs phases. Au départ, on déposait l'argent à la trésorerie générale. Et c'était d'ailleurs de l'argent liquide. C'est à partir de 2012 qu'on a décidé justement de déposer un chèque de banque. Alors, il est important de savoir qu'est-ce qu'un chèque de banque. Un chèque de banque n'est pas émis par le client propriétaire du compte, qui peut-être pourrait être tenté justement de signer un chèque justement, disons, sans provision. Alors que le chèque de banque, il est émis par la banque elle-même. Après s'être assuré de la disponibilité des fonds. Je donne un exemple. Si moi, dans mon compte, j'ai 20 millions et que, justement, je décide d'émettre un chèque de banque pour verser un cautionnement de 15 millions. Donc, effectivement, la banque vérifie. Cela veut dire que je suis en mesure de le faire. Alors, si après que la banque ait émis le chèque et que le lendemain, maintenant, quelqu'un vient et se présente avec un chèque que moi-même j'ai signé à hauteur de 10 millions. Mais là, cette personne ne pourra pas justement donc retirer l'argent parce que la banque va considérer qu'effectivement, je n'ai plus justement cette somme-là parce que déjà les 15 millions étaient prévus effectivement pour la banque. Et ces gens le savent. C'est pourquoi, effectivement, dans le passé, même quand on a commencé à déposer au niveau de la caisse de consignation, des dépôts et de consignation, ceux qui étaient là-bas considéraient qu'effectivement, il fallait respecter ce délai. D'autant plus d'ailleurs, c'est important de le savoir, parce qu'au Sénégal, les gens, j'ai l'habitude de le dire, je l'ai dit 1000 fois ici, au niveau de votre plateau, il faut que les gens comprennent qu'est-ce que le droit de suffrage. Le droit de suffrage, qui d'abord au niveau de l'article 104 de la Constitution sénégalaise, on dit que ce sont les partis politiques et les coalitions justement, qui concourent à l'expression des suffrages. Aujourd'hui, cette possibilité est étendue aux citoyens. Mais mieux encore, le droit de suffrage, ce n'est pas le droit justement de se porter candidat aux différentes élections, mais aussi c'est le droit qu'ont les citoyens de participer au vote. Alors c'est pourquoi devant ce droit constitutionnel, mais on ne peut pas opposer justement une loi ou un règlement, d'autant plus d'ailleurs qu'il s'agit justement d'un communiqué. Je pense qu'on gagnerait effectivement à se rapprocher, surtout qu'il s'agit justement d'une structure qui est hors justement de l'administration électorale. La logique voudrait donc qu'avant d'émettre justement ce genre de communiqué, qu'on puisse justement recueillir l'avis justement de la direction des élections. Mais tout compte fait, j'ai quand même pu apprécier aujourd'hui le fait qu'on ait corrigé. Et cela quand même montre qu'il y a en fait que c'est un signe justement, c'est une marque d'humilité. Même si maintenant je ne suis pas d'accord parce qu'il y a un argument qui a été brandi, c'est l'article L81. Or, il ignore que l'article L81 est relatif non pas à des dispositions générales, mais c'est des dispositions spéciales justement concernant l'élection présidentielle et les élections des députés. Il faut regarder le code. Donc aujourd'hui, je suis fondé à considérer effectivement que la première mesure justement n'était pas conforme au code électoral. Mais c'est heureux aujourd'hui qu'on ait quand même rectifié. Très bien. Merci beaucoup, Ndiaga Sylla. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes expert électoral. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.